Bienvenue à notre série de séminaires sur l'antisémitisme contemporain. Mon nom c'est Günther Jekili, coordinateur de ce séminaire avec mes collègues Joël Alouche-Benaoun, Paul Zawadzki, Claudine Mathias Donfu et Glenn Feder, qui est présent ici aussi. Aujourd'hui sera la dernière séance pour cette année. Nous avons commencé cette série à la fin de l'année dernière avec l'éminent professeur Robert Wistrich qui est décédé subitement il y a une semaine. J'ai tenté d'exprimer lors de notre dernière séance l'émotion qui fut la mienne à l'annonce de cette triste nouvelle. Robert Wistrich nous manquera. J'espère que sa rigueur, sa sagesse et aussi son amitié nous guideront. Nous allons continuer nos séminaires l'année prochaine. Ils seront menés par Paul Zawadzki et Glenn Feder. Et nous allons vous informer du programme par email si vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas encore inscrit et si vous souhaitez être informé, je vous prie de m'envoyer un email à l'adresse qui est indiquée sur les feuilles, sur les annonces que vous avez sûrement devant vous. La plupart de nos séances, comme aussi cet après-midi, ont été filmées et vous pouvez trouver les vidéos sur... oui, voilà, vous avez trouvé voilà, cet email là-bas. Les vidéos sont publiques. Vous pouvez les consulter sur isgap.tv, aussi sur Canal Universitaire et sur Academ. Cet après-midi, nous avons le plaisir d'assister à une conférence de Paul Zawadzki avec Gérard Rabinovitch comme discutant. J'ai eu le privilège de travailler intensément avec mon collègue et ami Paul dans le cadre de nos séminaires. Et j'étais et je suis très impressionné par son analyse toujours très pointue et pertinente. Sa perspective de la philosophie est très enrichissante et contribue sûrement à sa capacité à nommer les choses avec exactitude et dans leur contexte. Paul Zawadzki enseigne la philosophie politique et les sciences sociales à la Sorbonne, à l'Université de Paris 1. Il est également enseignant au remarquable Institut international Emmanuel Levinas. Paul Zawadzki est vice-président de l'Association française de sciences sociales, des religions, où il dirige entre autres la collection Religion en question. Sa liste de publications, notamment sa liste de ses ouvrages des dernières années, est tellement longue que je me demande comment il trouve le temps d'être avec nous cet après-midi. Permettez-moi d'être sélective. Il a dirigé Malaise dans la temporalité, publié en 2002, et l'École de Francfort, aujourd'hui, 2002-2003. Il a co-dirigé Écriture de l'histoire et identité juive, l'Europe ashkénaze, 19e et 20e siècle, en 2003. Le Sacré hors religion, en 2007, et très récemment, L'homme démocratique, perspective de rechercher, en 2014. Et l'ouvrage L'intersubjectivité mémorielle est apparu ou apparaître. Il s'ajoute une longue liste de textes sur l'anthropologie de la démocratie, sur des sentiments moraux, sur la temporalité, sur la construction nationaliste de le nationalisme, l'antisémitisme, l'histoire des Juifs, sur les racismes, ethnonationalisme, les passions identitaires et sur le fanatisme moderne, religion séculière, mythe politique. Cette longue liste inclut entre autres le chapitre Pologne dans l'histoire de l'antisémitisme, édité par Léon Poliakov, fanatisme dans le dictionnaire du judaïsme français depuis 1944. Et la liste, comme je vous dis, est trop longue vraiment d'être lue ici.
Il a publié aussi plusieurs textes dans le dictionnaire historique et critique du racisme, dirigé par Pierre-André Taguieff, publié en 2013. Et aujourd'hui, nous allons écouter et discuter ses pensées sur, je vous rappelle le titre, Le saut dans la foi, du vide vers le plein, dimension des croyances fanatiques contemporaines. Notre discutant cet après-midi sera Gérard Rabinovitch. Gérard Rabinovitch est philosophe en philosophie politique et la plupart d'entre vous le connaissez déjà. Il est ancien chercheur au Centre de recherche Sens Éthique Société du CNRS, actuellement chercheur associé au Centre de recherche Psychanalyse, Médecine et Société de l'Université Paris 7 et directeur de l'Institut européen Emmanuel Levinas. Il mène ses travaux de philosophie politique en intersection avec l'histoire et la psychanalyse et en corrélation avec les interrogations éthiques et travaille sur les crises culturelles contemporaines. Il est membre du comité directeur de l'association, entre autres, de Nice, d'aide aux adolescents en difficulté. Si je suis bien informé, Gérard Rabinovitch est aussi chevalier dans l'Ordre des Palmes. Sur ses publications, je dois être encore plus sélectif. Il a publié, entre autres, de la destructivité humaine, fragments sur le Behemoth, aux presses universitaires en 2009. Terrorisme et résistance dans confusion lexicale à l'époque des sociétés de masse aux éditions du bord de l'eau, et 2 ouvrages consacrés à une réflexion sur l'humour. Comment ça va mal? L'humour juif, un art de l'esprit avec l'édition Bréal, c'est ça? Et un autre ouvrage, Et vous trouvez ça drôle, variation sur le propre de l'homme. Voilà, on va commencer avec l'intervention de Paul Savatsky. Après, il y aura l'occasion de votre marque et question et une discussion, comme d'habitude, j'espère assez riche pour cette dernière séance. Alors, comment faire pour introduire en si peu de temps au problème des croyances fanatiques contemporaines, tout en les mettant en lien avec le vrai sujet du séminaire, qui est l'antisémitisme. Alors, je vais tenter d'esquisser, si vous voulez, quelques aspects d'une problématique qui devient tout de suite, vous le verrez, très ample. D'ailleurs, je vais vous malmener sans doute un petit peu, en espérant que mon propos puisse apporter au moins quelques éléments de réflexion, disons, à l'ensemble du séminaire. Et je vais le faire en partant d'un problème très général qui touche à l'étude de l'antisémitisme, celui de la continuité, en explicitant peut-être d'emblée, d'entrée de jeu, un sentiment assez paradoxal que j'éprouve souvent dans les discussions qui traitent de l'antisémitisme contemporain. J'ai l'impression, d'une part, qu'on oublie souvent la durée des phénomènes, mais d'autre part, et en sens inverse en quelque sorte, que l'on arrive aussi trop souvent avec un métro de retard sur la compréhension du présent. Un présent que l'on tend peut-être trop souvent à déchiffrer à partir d'une grille de lecture qui tire évidemment les enseignements du passé, mais tend parfois à plaquer sur le présent le passé tel quel, ce qui vient évidemment occulter certaines dimensions significatives du présent. Alors, commençons par le premier problème, comme ça assez général, de la continuité. Comme vous le savez, l'un des problèmes vraiment les plus récurrents de la recherche sur l'antisémitisme, que signale d'ailleurs justement le singulier, l'antisémitisme, c'est le classique problème historique des ruptures et des continuités. Dès que vous plongez dans l'histoire de l'antisémitisme, vous découvrez une très grande multiplicité de formes, de logiques, d'enjeux, des transformations tous azimuts. La haine anti-juive a des surprenantes capacités de métamorphose et de réinvention. Une forme peut apparaître, une autre s'épuiser.
des mixtes existent, évidemment, peuvent se recomposer, plusieurs formes peuvent coexister au sein d'une même société. Bref, il y a là une vraie difficulté, je crois, dans l'écriture et plus largement la mise en intelligibilité du phénomène. Après avoir prenez l'exemple, évidemment, de quelqu'un qui, éventuellement, est notre maître à tous, Léon Poliakov, que tu as cité tout à l'heure. Léon Poliakov avait intitulé sa grande fresque, commencée dans les années 50, finie dans les années 77, si ma mémoire est bonne, le 4e tome sur l'Europe suicidaire, Histoire de l'antisémitisme au singulier. De fait, quand on regarde de plus près la trame du récit historique de Poliakov, à l'intérieur, il y a bien des ruptures, des discontinuités, etc., etc. Mais le titre, évidemment, peut être assez trompeur. En tout cas, au-delà du travail pionnier de Poliakov, il y a ce fait qui est l'usage répandu du singulier, qui soulève des problèmes redoutables et induit, à mon avis, si on y prend garde, un problème, disons, une vision qui postule à la fois l'unité, la continuité, voire parfois l'homogénéité du phénomène antisémite à travers le temps ou à travers l'espace. Alors, cette perspective-là, disons, elle peut tendre éventuellement à lire dans les manifestations de l'antisémitisme du présent un simple retour ou de simple résurgence ou de simple survivance du passé. Et bon, je note ça. Vous voyez, pour commencer, je crois qu'on a rencontré ce problème tout au long de l'année. C'est une vraie difficulté, et c'est une vraie difficulté en particulier dans l'analyse des manifestations d'antisémitisme durant la période post-nazie. Pierre-André Taguieff s'y était arrêté déjà au début des années 90, et comme souvent, je dirais que les difficultés vont au moins par deux. Elles vont par deux. On peut avoir tendance à abolir l'inédit du présent en réduisant l'inédit au déjà vu, et on peut faire exactement l'inverse. Bon. À mon sens, tant qu'elle reste vivante, donc critique, et donc pas mythique, la culture historique est, à mon sens, probablement ce qui nous permet principalement d'éviter ces pièges. Enfin, en tout cas, elle peut nous permettre d'espérer de les éviter en nous fournissant le socle de la comparaison dans le temps, diachronique, vous voyez, la seule qui fasse apparaître le variable et le durable, l'inédit et le récurrent. Et alors je suis d'autant plus à l'aise à pratiquer cette apologie du métier d'historien que je ne suis pas historien moi-même. À partir de là, deuxième point introductif, un peu général, je voudrais incarner un peu plus mon propos sur ces délicates questions de rupture et de continuité en mettant en lien avec un problème, en les mettant en lien avec un problème central pour notre séminaire et qui se pose donc de manière lancinante, au moins depuis le début des années 2000, à savoir la difficulté d'identifier les nouvelles formes d'antisémitisme qui ne ressemblent pas exactement au modèle de l'antisémitisme identifié dans ce pays, soit par la gauche républicaine, soit par la gauche antifasciste. Je dirais par une réduction double, triple ou quintuple, enfin, il me semble que longtemps le sort des Juifs, la place qui leur était faite au sein des sociétés européennes, était fondamentalement liée à la dynamique démocratique en général et au processus de construction de la citoyenneté moderne. Quand je dis longtemps, je pense au moment qui se déploie en gros après l'émancipation des Juifs, donc il peut se déployer sur des chronologies très différentes à l'est ou à l'ouest de l'Europe, ce moment qui s'ouvre donc avec l'émancipation et qui voit ensuite se dessiner un peu partout en Europe des réactions de rejet consécutives à ce qu'on pourrait appeler, suivant un germanisme, l'encitoyennement des Juifs. J'ai tendance à situer, encore une fois, c'est une triple réduction, mais j'ai tendance à situer la principale source de l'antisémitisme moderne du côté de ces réactions, souvent de plus en plus violentes, qui, observant l'entrée des Juifs dans l'espace de l'égalité citoyenne, vont d'un côté dénier aux Juifs la légitimité de cette participation ou intégration égalitaire, et de l'autre, elles vont aller jusqu'à contester
la forme politique moderne, républicaine, libérale, démocratique, ce que vous voulez, qui a permis cette participation. Alors en Europe, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, le nationalisme des nationalistes de la fin du XIXe siècle a été, je crois, l'un des principaux vecteurs, sinon le principal vecteur, qui ont permis le passage au politique de l'antisémitisme. Ce n'est pas la seule source de l'antisémitisme, mais je crois que c'est le principal vecteur de la politisation ou du passage au politique des passions antisémites. Le principal vecteur peut être aussi de la récusation de l'universalité des droits et de la plénitude de la citoyenneté démocratique ouverte aux Juifs. Alors, puisqu'il sera question de fanatisme dans un instant, je note au passage que du religieux, ce nationalisme ou cet ethno-nationalisme qu'on observe aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, a gardé la croyance en l'autorité du passé. Si vous voulez, il ne serait pas, ce nationalisme, sans une volonté opiniâtre de réintroduire de la verticalité dans l'espace égalitaire de la citoyenneté. Au plébiscite de tous les jours, il répond par l'enracinement immémoriel. Au contrat librement choisi par des citoyens, il répond par un génie, un Volksgeist, un mythe des origines, etc., etc. Bon. Et il me semble que tout l'effort du nationalisme a été, encore une fois à l'Est comme à l'Ouest, de replonger, non pas seulement l'identité en général, mais les racines de la légitimité politique. Autrement dit, ce qui fonde les droits de participation dans quelque chose qui serait la continuité originaire, ethnique, etc., etc., qu'il craint de voir aboli. Bon. Alors, cet antisémitisme qui se cristallise comme ça à la fin du XIXe siècle était porté ou soutenu par des acteurs majeurs de la vie politique et intellectuelle, et l'antisémitisme se nouait du coup autour de conflits politiques portant sur la manière même de penser l'être ensemble, la nation, la citoyenneté, et évidemment, fondamentalement, architecturalement, en quelque sorte, les rapports de la politique et de la religion. En un sens, ou en ce sens, on peut dire que cet antisémitisme, quelle que soit la force de ces manifestations, était central de toute façon, parce que, quelle que soit l'intensité, il s'articulait sur les principaux conflits accompagnant la construction des nations démocratiques et l'autonomisation de la politique. Bon. Et on en arrive précisément à l'une des sources du désarroi de la pensée antiraciste contemporaine, qui tient probablement à cela, à savoir que l'antisémitisme contemporain en France se manifeste, se déploie, alors que jamais le principe de l'individualisme démocratique ou celui de la séparation du politique ou du religieux ou simplement à la République n'ont paru aussi consensuels dans une nation qui, grosso modo, s'accepte désormais comme une communauté de citoyens et non pas seulement comme le peuple des ancêtres. La légitimité des Juifs dans l'espace politique, leur présence égalitaire dans la communauté politique n'est plus du tout, ou plus du tout de la même façon, violemment contestée par un nationalisme puissant, comme elle le fut en Europe, précisément au moment de l'institutionnalisation de la citoyenneté démocratique et des régimes représentatifs. Bon. Et du coup, l'antisémitisme, encore une fois, je vais trop vite et c'est sans doute trop réducteur de voir les choses comme ça, mais je vous livre une vision et puis après on pourra en parler. L'antisémitisme semble quitter l'espace de la nation ou l'enjeu national pour reformuler ses prémices et pour investir en quelque sorte d'autres espaces, d'autres milieux, produisant au passage un brouillage des catégories qui nous permettaient d'identifier l'antisémitisme, suivant des modèles empruntés à l'affaire Dreyfus en France, à la culture antifasciste, etc., etc. Bon. Alors, à suivre toute une série d'auteurs, à commencer d'ailleurs par Poliakov dans des ouvrages tels que De l'antisionisme à l'antisémitisme, publié chez Kalman Levy en 69, ou encore De Moscou à Beyrouth, essai sur la désinformation, paru chez Kalman Levy en 1983. C'est des ouvrages qui se laissent tout à fait relire aujourd'hui. Ils tiennent étonnamment bien la route. Et puis évidemment, après, on retrouve un certain nombre de ces thèses chez d'autres auteurs, chez Taguieff, dans le rapport Ruffin, pour citer des gens qui sont passés ici chez Georges Elias Arfati, etc., etc. On a l'impression que c'est autour de l'antisionisme radical
que se reformule ce nouvel antisémitisme. Et sur ce point, d'ailleurs, je peux tout à fait avouer une naïveté. Je m'étais laissé aller à penser qu'avec l'effondrement du communisme, disons, une certaine forme d'antisionisme démonologique perdrait son principal vecteur en Europe. Cet espoir né de la fin de la guerre froide et de la sortie du monde bipolaire apparaît évidemment rétrospectivement comme étant d'une naïveté accablante et témoigne évidemment d'une sous-estimation des capacités de recomposition ou de métamorphose de l'antisémitisme, ce dont je parlais dans l'introduction, et ce dont pourtant témoigne la longue histoire de l'antisémitisme. Alors, ce que je voudrais mettre en avant ici, dans la perspective du problème des ruptures et des continuités introduites au début, c'est le fait que cette reformulation au moins partielle de l'antisémitisme dans le lexique de l'antisionisme, de l'antisionisme radical, jouit assurément d'un immense avantage historique sur l'antisémitisme nationaliste ou chrétien, anti-républicain, tel qu'il se maintient, semble-t-il, si on en croit les travaux de Nona Meyer chez les électeurs du Front National, du côté de l'extrême droite, etc., etc. Et cet avantage incomparable tient au fait qu'il se déploie au sein même de la légitimité démocratique, à travers notamment l'équation sionisme égale racisme, au travers de la critique du nationalisme, du colonialisme, de l'impérialisme, etc., etc. Alors, la semaine dernière, notre ami Ilan Greisamer avait à juste titre rappelé la fameuse citation de Yankelevitch qui date, je le rappelle, de 1971. L'antisémitisme est une introuvable aubaine car il nous donne la permission et même le droit et même le devoir d'être antisémite au nom de la démocratie. L'antisionisme et l'antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite, et si les juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux. Bon. Alors, à tracer une perspective certes apocalyptique, mais non dépourvue de logique, on pourrait presque dire que qualifiés de nazis parce que sionistes, et donc de racistes parce que juifs, les juifs pourraient, dans cette perspective, apparaître comme les ennemis de toute politique menée suivant les droits de l'homme, bref, à nouveau comme les ennemis de l'humanité, en tout cas de cette nouvelle humanité démocratique et antiraciste. N'oublions pas, par exemple, que les débuts anti-juifs de Dieudonné sont marqués, évidemment, par des déclarations antiracistes, par exemple par un entretien qu'il a donné à... je crois que c'était à Lyon Capitale. Le racisme a été, en 2002, le racisme a été inventé par Abraham. Le peuple élu, c'est donc le début du racisme. Bon. Et au-delà, dans la condamnation, disons, des judéo-sionistes comme racistes, se loge un enjeu crucial et ce sur quoi il faudra, à mon avis, travailler assez sérieusement, notamment l'année prochaine, à savoir la tentative d'une reformulation de l'antisémitisme dans le langage et la grammaire de la culture démocratique. De ce point de vue, certains usages, par exemple, de la critique du communautarisme juif sont très significatifs. Par exemple, lorsque c'est Tariq Ramadan qui en fait la critique, et tant d'autres, on pourrait multiplier les exemples. Je passe là-dessus par manque de temps, on pourra y revenir. Bon. Alors, pour tous ceux qui connaissent un peu l'histoire du marxisme et celle de l'Union soviétique, cet antisionisme de gauche a un air de déjà-vu dans cette reformulation démocratique en affinité avec les droits de l'homme et la condamnation universelle du racisme. La tradition de l'antisionisme d'inspiration soviétique constitue un élément tout à fait important. Tout d'abord parce que l'équation sioniste égale nazi, ou sionisme égale nazisme, a été forgée dans la propagande soviétique et celle des régimes autoritaires arabes dans les années 60. Ensuite, parce que elle vient réactualiser le rapport pour le moins complexe de la tradition marxisme au sionisme, au Bundi d'un côté, au bundisme de l'autre, et enfin parce que elle rappelle tout ce que l'antisémitisme moderne doit au traitement de la question juive par Marx, à laquelle André Sénic, après
Robert Misrahi, qui devait venir ici cette année, et tant d'autres. André Sénic a récemment consacré un ouvrage, un très bon ouvrage chez De Noël. Bon. Et si vous avez envie de savoir ce que donne une véritable campagne antisioniste, capable de tirer les ressources des médias modernes, vous regardez ce qui s'est passé en Pologne en 1967-1968, avec la constitution au ministère de l'Intérieur, de fichiers de sionistes sur 3 générations, grâce auxquels même les enfants issus des couples mixtes ont été fichés comme sionistes, et puis épisode qui s'est soldé par le départ de quelques 12 000 juifs de Pologne, qui avaient autant de rapports avec le sionisme que nous en avons ici avec, je ne sais pas, mettons avec la Nouvelle-Zélande. Je n'entre pas dans les détails parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, ce sont des choses que nous essaierons peut-être de traiter de manière plus systématique l'année prochaine. À partir de là, je peux enfin commencer à entrer dans le sujet annoncé dans mon titre, et qui tourne autour de notre compréhension du fanatisme. Vous l'avez relevé, peut-être la notion de fanatisme nous revient au visage, en quelque sorte, portée par les événements tragiques de l'actualité, qu'il s'agisse de crimes antisémites, Ilan Halimi, les meurtres commis par Mera, plus récemment Charlie Hebdo, le magasin cachère de la Porte Vincennes, etc., etc. Et des journaux, des revues ont à cette occasion remis en circulation, par exemple, le texte de Voltaire, dont je crois que son traité de la tolérance a été réimprimé et vendu à plus de 90 000 exemplaires depuis janvier, depuis les attentats de janvier. Et cette notion de fanatisme nous vient de loin. Et je voudrais dire en quoi elle me paraît à la fois nécessaire et insuffisante, et du moins insuffisante quand elle est entendue seulement dans une acception voltairienne, et que l'on se contente de ne voir dans les épisodes fanatiques contemporains en France une simple résurgence d'un fanatisme ancien. Alors, mon argument central, si vous voulez, porte sur le parcours de la croyance. Mais pour cela, j'ai besoin d'introduire de manière un peu plus précise et plus ample la notion de fanatisme et la réflexion sur le fanatisme, et je vais le faire en 3 étapes, disons, dans la mesure du temps disponible. Tout d'abord, quelques remarques, je ne sais pas comment les appeler, un peu épistémologiques sur le concept de fanatisme. Ensuite, quelques mots sur la profondeur et la centralité de la critique du fanatisme dans la modernité politique. Centralité sans laquelle je pense qu'on ne comprendrait pas une part des significations et des émotions du 11 janvier. Et puis, troisièmement, ça sera sans doute le point important de mon exposé, quelques réflexions sur les métamorphoses du fanatisme au XXe siècle, ce qui me permettra, pour finir, de revenir à l'actualité de l'antisémitisme ou de certaines dimensions, disons, de l'antisémitisme contemporain. Commençons par le concept de fanatisme, qui ne fait pas partie des concepts clés de la science politique contemporaine, comme le sont par exemple la violence, le pouvoir ou la domination, ce genre de choses. Il me semble qu'il ne trouve sa place ni dans la théorie politique, ni dans la théorie sociologique, et d'une manière générale, les sciences humaines et sociales s'y arrêtent assez peu. Et l'une des raisons, c'est pas la seule, je crois, mais enfin l'une des raisons tient peut-être au fait qu'il est impossible de donner du fanatisme une définition neutre, en valeur, axiologiquement neutre. D'abord, dès qu'il entre dans les dictionnaires de langue au XVIIe siècle, notamment, le fanatisme, enfin le fanatique et son fanatisme sont décrits sous un jour dévalorisant à travers une condamnation. Qualifier quelqu'un de fanatique, c'est d'emblée, à partir du moment où le mot se répand dans la culture européenne, c'est d'emblée le disqualifier. Le dictionnaire de l'Académie à la fin du XVIIe définissait le fanatique comme un fou extravagant, aliéné d'esprit, qui croit avoir des visions, des inspirations, tout en précisant que ce mot ne se dit qu'en matière de religion, qu'en fait de religion. Et évidemment, la culture du XVIIIe siècle ira jusqu'à faire du fanatisme l'antonyme des Lumières, au même titre que préjugés, superstitions, etc., etc. On a tous en tête, même quand on les a pas lus directement, mais je veux dire, ça nourrit les cultures scolaires. Chez Voltaire, évidemment, le fanatique, il y a une sorte de cristallisation de l'image du fanatique qui tient à la fois du sauvage et du barbare.
du sauvage, parce que, au plus loin de la maîtrise de soi, le fanatique est décrit comme un être qui est incapable d'arraisonner ses passions, en quelque sorte. Donc on imagine complètement révulsé, en proie à des passions convulsives, etc., etc. On s'étonne même ensuite que les fanatiques soient capables de mener des actions techniques extraordinairement précises. Du barbare également, parce que le fanatique, si vous voulez, fait corps avec ses croyances. C'est un peu le barbare ethnocentrique de Claude Lévi-Strauss. Il vit dans l'évidence d'une humanité qui se limite aux frontières de son propre groupe. C'est la foi du charbonnier, si vous voulez. Bon. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème, parce que avec ce concept qui peut-être peut contribuer au fait qu'il ne trouve pas sa place dans la culture universitaire, puisqu'on apprend toujours dans les départements de sciences sociales en France aux étudiants à construire des concepts qui sont axiologiquement neutres. En réalité, si on s'y arrête un instant, ça c'est pour une discussion avec Gérard à propos du positivisme. Ma critique du positivisme, je pense pour ma part que la critique du positivisme ne peut être que modérée, mais elle doit l'être néanmoins. Mais je veux dire que je suis virulent. Non, dans la critique. Si vous voulez, quand on s'y arrête un instant, je pense que on dispose d'un très grand nombre de concepts incontournables, à mon sens, qui fonctionnent de cette façon-là. Prenez le concept de barbarie, prenez le concept de cruauté, prenez le concept de tyrannie, c'est quand même pas des concepts sans importance, et quels que soient les efforts que nous fassions, il est impossible de penser le fanatisme, la cruauté, la barbarie, etc., la tyrannie, hors du jugement moral qui les accompagne. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne disent rien du réel, ou ils ne désignent rien dans la réalité, et cela ne signifie pas non plus que leur signification s'abolisse dans un relativisme indépassable. Le fameux texte de Montaigne sur les cannibales où il parle de barbarie, etc., ne donne pas à la relativité le dernier mot. Il dit, voilà, on pense qu'ils sont barbares parce que leurs mœurs ne ressemblent pas à nos mœurs, mais nous avons été plus barbares parce que eux ils mangent des hommes morts, nous avons mangé des hommes vivants pendant les guerres de religion. Mais ça veut dire que si nous avons été plus barbares qu'eux parce que nous avons mangé des vivants alors qu'eux n'ont mangé que des morts, ça veut dire que ce n'est pas la relativité qui a le dernier mot. Bon. Alors Gérard, précisément, a travaillé travaille toujours sur le couple résistance-terrorisme. Il aurait sans doute beaucoup de choses à dire, très précisément, sur ces questions de lexique. Et alors, en ce sens, le fanatisme, si vous voulez, comme les autres notions que je viens de nommer, font partie de cet ensemble que les anglo-saxons parfois appellent les concepts épais, c'est-à-dire des concepts, ils sont épais parce qu'ils sont indissociablement descriptifs, ils décrivent la réalité, puis en même temps, ils jugent. Donc ils sont en même temps descriptifs et normatifs. Et parfois c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. La deuxième remarque épistémologique est liée à la première, mais je n'en parlerai pas longtemps en tout cas, c'est que ce sont des concepts qui sont généralement hétérodésignés, c'est-à-dire que c'est rare qu'un fanatique dise de lui-même « je suis un fanatique ». C'est rare que... Pardon ? Oui, non, mais à vrai dire, il y en a plusieurs, je pense, mais... tu penses à quoi? Oui, c'est ça, Klemperer. Oui, j'avais exactement, ouais. Non, mais c'est rare, voilà. Alors, on trouve, par exemple, il y a aussi le gang des barbares, de Fofana, etc. Donc, des gens qui, à un certain moment, reprennent ces termes, et dans le langage nazi, comme le montre effectivement Klemperer, l'adjectif fanatischeux est utilisé dans un sens positif pour désigner le travail fanatique pour la patrie et ce genre de choses. Mais enfin, c'est assez rare que chez les individus ou chez les auteurs modernes, on trouve une acception, disons, on donne au fanatisme une valeur globalement positive, parfois partiellement positive, comme par exemple chez Rousseau. Il y a des textes incroyables de Rousseau sur le fanatisme, et Rousseau est, comme vous savez, toujours un type inattendu et qui échappe aux classifications simples. Mais voilà, pour l'essentiel, c'est un concept hétérodésigné. Bon, je laisse ça de côté, on pourra reprendre ces questions dans la discussion après si vous le souhaitez.
Je voudrais très rapidement rappeler la centralité de la critique du fanatisme dans l'architecture conceptuelle de la modernité politique. Là, je vais vraiment aller très très vite parce qu'on n'a pas le temps et puis que ça nous amène trop loin. Comme vous savez, il y a des kilomètres de bibliothèques sur la notion de modernité, sur la notion de modernité politique, etc., etc. Les gens s'empoignent, ils ne sont pas d'accord. Je comprends ici la modernité politique comme l'ensemble des réponses, à la fois intellectuelles et institutionnelles, données aux problèmes théologico-politiques, par laquelle la dynamique européenne s'est engagée sur le chemin de la désacralisation du pouvoir et de l'autonomisation croissante du politique. Et sans laquelle on imagine mal la construction d'une démocratie pluraliste ou la liberté d'expression, l'égalité des droits, etc., etc. Bon. Et dans ce processus, si vous voulez, et c'est là où le fanatisme qui nous revient comme ça aujourd'hui dans la réflexion, ce n'est pas quelque chose qui est périphérique. C'est-à-dire que plus j'y réfléchis, plus je pense que c'est central. Ce qui est central, c'est l'immense commotion collective ou l'immense traumatisme que fut la violence des guerres de religion, qui avait été perçue, je vous renvoie au très beau livre de Crouzet sur la violence des guerres de religion, de l'historien Crouzet, perçue par nombre de contemporains comme une violence absolument inouïe, inédite depuis l'origine du monde. Quelque chose, vous voyez, de l'ordre d'une démesure à laquelle qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Et je pense que, sans rentrer dans les détails, sans cette séquence de destructivité paradoxalement fondatrice pour les sensibilités et la pensée politique moderne, on ne saurait absolument pas comprendre la révolution intellectuelle et politique par laquelle, par exemple, l'État et le pouvoir politique a été progressivement pensé comme une instance garantissant la paix au-dessus des passions humaines. Bon. Ce n'est pas pour rien que l'une des plus grandes œuvres politiques de la modernité, l'œuvre de Hobbes, a été une réponse intellectuelle à la violence des guerres civiles religieuses anglaises. Autrement dit, ce n'est pas un point de détail dans la trajectoire moderne. C'est le point central, je pense, et il me semble qu'on pourrait presque dire, peut-être que ce serait excessif aux yeux des historiens, il me semble que la modernité politique s'adosse à la violence fanatique. La dissociation du croire et du pouvoir, la construction d'un pouvoir qui a cette ambition de s'ériger au-dessus des passions, la tolérance comme principe politique, etc., etc., constituent autant d'inventions conceptuelles qui peuvent être comprises comme des réponses au drame de la violence et des guerres civiles. Bien sûr, à cela, il faudrait ajouter cette critique qui valorise le doute et qui court, disons, depuis Montaigne jusqu'à Lévi-Strauss, la critique de l'ethnocentrisme, qui constitue un des éléments les plus centraux, disons, du dispositif conceptuel de cette modernité. Alors, encore une fois, j'ai pas le temps du tout d'en parler, puis ça nous emmènerait trop loin, mais le mot fanatisme entre dans les dictionnaires de langue, notamment en France, exactement au moment où s'élaborent les principales théories de la tolérance. Tous les Spinoza, Locke, Bayle, etc., etc. C'est exactement le moment, si vous voulez, où le fanatisme entre dans les dictionnaires. Autrement dit, il faut évidemment, à partir de là, je crois, comprendre l'invention du mot fanatique comme ce qui permet aux partisans de la tolérance de nommer précisément ce qui constitue pour eux, je vais le dire de manière un peu anachronique, une forme d'antimodernité. Vous avez des gens qui, du côté de la tolérance, vont dans le sens de la dissociation, et c'est eux qui nomment fanatiques les partisans de la réunification des sphères. Bon. C'est pour ça que le terme ne peut être qu'hétérodésigné. Et je crois que, plus largement, cette passion de l'unité ou de la réunification, c'est quelque chose qui n'est pas resté, disons, enfermé au XVIe, XVIIe siècle. C'est quelque chose qui a accompagné toute l'histoire de l'Europe et qui s'est réactivé d'une manière paradoxale, évidemment, au XXe siècle à l'occasion des dynamiques ou des épisodes totalitaires. Il y a une volonté fanatique de réunifier en permanence ce que la modernité politique sépare.
Dernier point peut-être, que j'aurais pu noter avec les problèmes épistémologiques, mais je le glisse là. L'étymologie du mot fanatisme connote du religieux, puisque fanum signifie temple, et en même temps, vous voyez que comme le mot n'est pas inventé ou brandi par les religieux ou les gens qui sont du côté du théologico-politique, mais du côté des autres, les usages du mot fanatisme relèvent de la critique politique. Donc on ne sait pas trop non plus où le mettre, ce terme. Bon. En tout cas, je crois que la simple radicalité politique ne suffit pas à définir le fanatique. On n'appellerait pas fanatique un individu qui, comme Kafka, ne mangerait plus que des rondelles de citron ou qui soumettrait toute sa vie, si vous voulez, à un principe organisateur unique, une règle ou quelque chose comme ça, tant qu'il ne l'impose pas aux autres. Le fanatique, lui, ne se contente pas de suivre simplement une règle comme ça dans son fort intérieur ou dans sa vie privée. Il exige de passer aux actes. Évidemment, pour passer aux actes et pour réunifier précisément ce que la modernité dissocie, il a absolument besoin d'un glaive. Il ne peut pas se passer du glaive. Il ne peut pas se passer du pouvoir politique et militaire à un certain moment. Et donc, si vous voulez, la volonté fanatique touche précisément au point névralgique de l'articulation du politique et du religieux. Tout comme, mais en sens inverse, le principe de tolérance, qui en est exactement la négation, enfin dont il est la négation. Bon. Alors, à partir de là, je pense que on peut introduire le problème du fanatisme moderne, qui, au prisme de l'expérience européenne du XXe siècle, échappe en grande partie à l'analyse voltairienne. Ce n'est pas une critique. Je veux dire, ce serait absurde de reprocher à Voltaire de ne pas être tout à fait capable de penser le XXe siècle. Ça n'aurait aucun sens. Mais je le note. Pourquoi la critique voltairienne n'est pas, qui me paraît encore une fois nécessaire, mais pas tout à fait suffisante. Pourquoi elle n'est pas suffisante? D'abord parce qu'elle tend à ne retenir du fanatisme que sa dimension explicitement religieuse. Dès le XVIIIe siècle, à vrai dire, un certain nombre d'auteurs ont commencé à critiquer Voltaire là-dessus et ont proposé d'étendre fanatisme à partir du religieux à un certain nombre de phénomènes politiques. Et bien entendu, après l'expérience de la terreur, le concept de terreur révolutionnaire, le concept de fanatisme tend à s'élargir. Deuxième chose qui paraît pas tout à fait satisfaisante pour nous aujourd'hui, c'est que Voltaire avait, si vous voulez, la chance de pouvoir nourrir une très grande confiance dans les intellectuels, confiance dont le XXe siècle, à mon sens, nous a privés. Vous savez, à un certain moment, Voltaire nous dit « Il n'est d'autre remède à cette maladie épidémique, qui serait, selon lui, le fanatisme, que l'esprit philosophique. » Dont le mérite n'est pas seulement d'éradiquer superstition et préjugés, mais de rendre l'âme tranquille. Je crois que cette opposition du fanatisme à l'esprit philosophique ou à l'esprit intellectuel, ou l'esprit du doute, tel qu'il a été cristallisé, disons, au XVIIIe siècle, malheureusement, on ne peut pas s'en contenter. En tout cas, il laisse dans l'ombre le problème du fanatisme des intellectuels. Et je ne veux pas du tout dire que les intellectuels sont fanatiques parce qu'intellectuels. Je veux simplement dire qu'il y a eu suffisamment d'intellectuels à soutenir les tyrannies modernes pour penser qu'il y a là un vrai problème. Et que c'est pas simplement, si vous voulez, le fait du hasard, etc., etc. Tout à fait par hasard, je suis tombé hier sur un texte que j'avais jamais lu, que tu dois connaître, un entretien de Sartre en 1973, dans lequel il fait l'éloge de la peine de mort et de l'exécution et de l'assassinat politique. Bon, vous lisez ces textes simplement 30 ou 40 ans après, vous avez le sentiment de rêver. Bon, troisième point. Présenter le fanatisme comme un excès de passion seulement, ce que fait Voltaire, exclut évidemment que l'on qualifie de fanatique un certain nombre de crimes du XXe siècle qui ont été commis au nom de froides abstractions scientifiques, etc., etc., et qu'on mette dans la catégorie fanatique ce qu'on appelle les meurtriers de cabinet, etc., etc. Mais je laisse ça de côté. Enfin, je veux dire toutes ces choses qui sont en lien, disons, avec la logique
l'égal rationnel, etc., etc., les Eichmann, les Papon, etc. Mais encore une fois, je laisse ça de côté. Ce que je veux dire principalement, c'est que il me semble que la matrice voltairienne, en quelque sorte, ne permet pas de penser les spécificités du fanatisme moderne dès lors que celui-ci n'est plus réductible au prolongement de la foi ou au prolongement d'un traditionnalisme. Le fanatisme moderne, ce n'est pas de la religion pure et ce n'est pas non plus du traditionnalisme. Et alors, on pourrait prendre des exemples, si vous voulez. Vous prenez tout ce qui relève des théories du complot au XXe siècle, vous prenez tout ce qui relève des cultes de la personnalité, vous prenez l'ensemble des nationalismes, etc. Ce ne sont pas des traditionnalismes, c'est autre chose. Bon. Alors, si vous voulez, on arrive au problème de fond, à savoir que l'une des énigmes les plus troublantes du XXe siècle, c'est l'expansion proliférante de croyances hors religion et d'idéologies vers lesquelles semblent avoir été transférées des énergies métaphysiques. Le fanatique voltairien semblait enraciné. Vous voyez, le barbare voltairien, il était enraciné dans des certitudes religieuses ou métaphysiques. À mon sens, le problème du XXe siècle n'est pas celui-ci, n'est pas exactement celui-ci en tout cas. Il tient bien davantage à la concomitance. Et c'est ça qui est difficile à penser, la concomitance du nihilisme et du désenchantement du monde, d'un côté, avec de l'autre, l'émergence de nouveaux fanatismes, d'une violence mortifère inédite. Bon. Autrement dit, il me semble que le XXe siècle nous oblige à déplacer le questionnement et à tenir ici le même raisonnement que j'ai tenu au début à propos de l'antisémitisme, ou à propos des formes d'antisémitisme, qui ne sont pas seulement des résurgences, mais bel et bien des émergences. Autrement dit, il ne s'agit pas de savoir pourquoi il y eut encore du fanatisme au XXe siècle, mais de tenter d'expliquer comment des nouvelles formes, de nouveaux fanatismes, à la fois semblables et différents, ont pu surgir de l'intérieur même de la modernité, et de l'intérieur même, non pas de la conscience religieuse, mais de la conscience historique. Le problème qui se dessine à partir de là, c'est la conjonction du fanatisme et du nihilisme. Comment penser les deux, si vous voulez? Conjonction ou articulation qui n'a cessé de hanter un certain nombre de grands esprits du XXe siècle. Le plus connu, c'est probablement Raymond Aron, qui ne cesse dans son œuvre d'osciller pour savoir ce qu'il faut craindre de manière prioritaire, en quelque sorte. Par exemple, son Opium des intellectuels, en 1955, s'achève sur cette prière. Si la tolérance naît du doute, qu'on enseigne à douter des modèles et des utopies, qu'on enseigne à récuser les prophètes de salut, les annonciateurs de catastrophes, appelons de nos vœux la venue des sceptiques s'ils doivent éteindre le fanatisme. Là, c'est le Aron classique, homme des Lumières, qui parle. Le scepticisme contre le fanatisme. Mais quasiment la même année, dans un article de preuve, en 1956, intitulé « Le fanatisme, la prudence et la foi », il finit l'article en disant « Est-il si difficile de voir que j'en ai moins au fanatisme qu'au scepticisme, dont ils sont l'ultime expression ?» Et ensuite, quand vous regardez ses mémoires, publiées en 83, là, je crois que l'inquiétude principale porte sur une certaine dimension suicidaire de l'Europe et un certain nihilisme qui semble habiter le cœur des Européens depuis le déclin des religions transcendantes. Alors, s'agissant du nihilisme, et je reprends ce problème du nihilisme et du fanatisme, logiquement, en quelque sorte, vous voyez, le doute extrême et la conviction la foi du charbonnier, les deux devraient logiquement s'exclure. En tout cas, logiquement, dans notre esprit, soit on est du côté du doute systématique, soit on est du côté de la foi du charbonnier. Donc ça devrait s'exclure, comme je sais pas moi, le plein, le vide, le feu, la glace, etc., etc. Mais ça, c'est vrai sur le plan logique. Je pense que la réalité, notamment la réalité politique et la réalité des mythes politiques, ne fonctionnent pas suivant une cohérence, la cohérence d'un système philosophique. Et donc, dans la réalité, les deux semblent se combiner
notamment au sein du moment totalitaire, qui a probablement, dont l'énigme a probablement beaucoup à nous apprendre encore aujourd'hui. Bon. Donc, le problème, ou l'un des problèmes les plus centraux, c'est de savoir de quelle façon on peut penser ensemble, conjointement, le désenchantement du monde et l'expansion des mythes politiques ou des croyances politiques absolutisées qui ne le cèdent en rien au délire des fanatismes du XVIIe siècle, du XVIe et du XVIIe siècle. La question se dessine assez clairement. En réalité, les réponses sont assez difficiles et il me semble qu'il faut essayer de se frayer un chemin entre Charybde et Scylla. Là, ce sera assez long, mais je dirais entre deux visions de l'histoire qui sont toutes deux tenables jusqu'à un certain point, mais qui, chacune à leur manière, risquent d'escamoter le problème posé. Première vision qui est un piège, à mon avis. La première vision, c'est, comme je vous l'ai dit, de voir dans les croyances fanatiques du XXe un simple retour du fanatisme ancien. Comme s'il suffisait d'avancer un peu plus, ou un simple retour de la barbarie. Comme s'il suffisait d'avancer un tout petit peu plus, encore un pas en avant, camarades, et on laissera derrière nous tous ces préjugés, toutes ces superstitions. En somme, une vision de l'histoire qui est représentable en forme de tube en U, vous voyez. Bon. Plus il y a de foi et de religion, et moins il y a de doute et moins il y a de doute et plus il y a de fanatisme. Cette interprétation de l'histoire, c'est une telle vue que critiquait par exemple Voegelin dans son bouquin sur les religions politiques, publié en 1938. Une telle représentation de l'histoire rend impossible de penser les choses dans leur concomitance. Je veux dire, on est dans un schéma comme ça, ou bien. Plus il y a ça et moins il y a ça. Bon. L'autre écueil qui, à mon sens, ne permet pas de penser de manière satisfaisante cette articulation, là, je vais m'attirer des ennemis, des problèmes surtout ici, tient davantage à une conception socio-anthropologique qu'à une vision historique, à mon sens. Il me semble que si l'on pose, comme le fait par exemple Durkheim, la structuration religieuse, non pas de l'esprit humain, mais des sociétés humaines, comme un invariant, alors l'énigme de la concomitance dont je parle s'estompe. Vous voyez, il n'y a plus d'énigme. Si on avance avec Durkheim, qu'il y a dans la religion quelque chose d'éternel, qu'il naît de sociétés qui ne sentent le besoin d'entretenir et de raffermir à intervalles réguliers les sentiments collectifs, etc., 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 on est conduit à interpréter les fanatismes séculiers comme des fonctions de ce besoin. Bon. Et alors, à partir de là, pour interpréter les fanatismes modernes, on s'acheminera logiquement vers l'idée que la modernité ne fait qu'opérer des déplacements ou des transferts de sacré qui seraient susceptibles en permanence et à l'infini de se reloger dans des équivalents fonctionnels. Bon, mon plus grand regret par rapport aux Durkheimiens, dont je partage assez peu les prémices sociologiques, c'est que c'est le même regret qu'exprimait Mauss dans une lettre célèbre de 1936, que je vous lis parce que je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Durkheim et après lui nous autres, dit Mauss en 1936, nous sommes, je crois, les fondateurs de la théorie de l'autorité de la représentation collective. Que de grandes sociétés modernes, plus ou moins sorties du Moyen-Âge d'ailleurs, puissent être suggestionnées comme des Australiens le sont, par leur danse et mise en branle comme une ronde d'enfants, c'est une chose qu'au fond nous n'avions pas prévue. Ce retour au primitif, au cœur de l'Europe donc, n'avait pas été l'objet de nos réflexions. C'est très très dommage que les Durkheimiens n'aient pas plus analysé les sociétés qu'ils avaient sous leurs yeux. Bon, ça je le dis vraiment comme un vrai regret. Bon, alors mon propos n'est pas du tout de dire que une telle vue n'apporte aucune intelligibilité du réel, mais je relève simplement qu'elle gomme le problème que j'essaye de poser. Elle gomme le problème de l'inédit historique du devenir des croyances fanatiques dans des sociétés qui fonctionnent non pas à la religion mais à la conscience historique et à l'autonomie démocratique. Bon. Autrement dit, je reste avec mon énigme spécifiquement moderne de la déprise du religieux, des enchantements du monde, et de la prolifération au XXe siècle des croyances fanatiques.
Alors, à partir de là, et vraiment dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais faire ressortir l'une des dimensions, c'est pas du tout la seule, mais l'une des dimensions qui me paraissent caractériser la production des croyances fanatiques modernes, et que la critique voltairienne du fanatisme, qu'il associait principalement à un excès de religieux, a laissé de côté. On pourrait, pour le comprendre, et c'est assez facile, reprendre pied sur un texte très classique de Weber, qui est son texte sur le savant, qui est un texte de 1919, parce que dans ce texte, je crois que Weber a absolument l'intuition des phénomènes de fanatisme moderne. Il en a l'intuition, il s'adresse à des étudiants qui auront une trentaine d'années au moment de la prise de pouvoir par Hitler. Et il leur dit, voilà, je sais que le moment dans lequel vous vivez aujourd'hui, marqué par le désenchantement du monde, l'intellectualisation, la rationalisation, est un moment qui est très difficile, un moment qui est marqué par ce que Weber appelle les tourments de l'homme moderne. Bon. Pourtant, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas changer de monde, vous ne pouvez pas changer d'époque. Vous êtes condamné à vivre dans un monde qui a banni les valeurs sublimes de la vie publique. Et si vous essayez de trouver des ersatz de prophéties, etc., et surtout si vous suivez un certain nombre de propositions qu'on vous fait du haut des chaires universitaires, vous allez vous allez produire une sorte de bric-à-brac qui vous fera ressembler à des sectes de fanatiques. Vous allez former des sectes de fanatiques, mais vous n'allez pas du tout trouver un point d'appui du côté d'une vraie prophétie, une prophétie authentique. Bon. À celui, dit Weber, qui ne peut supporter avec virilité ce destin de notre époque, on ne peut que donner le conseil suivant: retourne en silence dans les bras largement ouverts et pleins de miséricorde des vieilles églises. Ce qui m'intéresse là, c'est que Weber perçoit très clairement chez ces jeunes gens les attentes et le mécanisme psychosocial par lesquels peuvent se recomposer des croyances fanatiques dans la modernité. Et contrairement à l'image voltairienne, Weber saisit parfaitement, et il en parle par ailleurs dans ses textes sur les intellectuels, que ces croyances se recomposent non pas à partir du plein, comme chez le barbare voltairien, mais à partir du vide, à partir du manque, à partir de la béance, à partir du vide, à partir de la béance du sens ultime, qu'il nomme désenchantement du monde, comme une réponse à l'éradication de l'évidence du sens. Bon. Et donc Voltaire, si vous voulez, avec tout son style assez violent par ailleurs, nous décrivait le fanatique comme un gros plein de croix. Ici, c'est le contraire. Ce sont au contraire des jeunes gens qui souffrent de tout à fait autre chose. Et que dans la sensibilité ou la perception weberienne, ce sont ces jeunes gens qui risquent de s'adresser, ou qui attendent en tout cas quelqu'un que Weber appelle un sauveur. Et il leur dit, le sauveur que vous attendez n'existe pas. Et si vous pensez qu'il existe, ce ne peut être qu'un charlatan. Ce sont les mêmes, encore une fois, qui ont porté, enfin les mêmes, pas les individus, mais enfin cette cohorte qui a porté au pouvoir Hitler un peu plus tard. Bon. Alors, autrement dit, et contrairement à une vision élaborée à partir de la critique voltairienne du fanatisme, on a donc ici, vous voyez, dans ce moment 1900 et après, un arrière-plan qui est marqué non pas par la puissance de la tradition, la puissance de la religion, mais exactement le contraire, c'est-à-dire l'affaissement de son efficacité structurante, qui contribue, à mon sens, à rendre, pour une part en tout cas, intelligible des basculements que dans tant de témoins et d'analystes ont observé à l'échelle de la première moitié du XXe siècle. Et sur ce point, là, on pourrait en parler longuement de cela, mais je ne me lasse pas de citer un passage extraordinaire de Jean Grenier dans son bouquin sur l'esprit d'orthodoxie, 1937, juste une phrase. C'est un trait frappant des 10 dernières années, écrit Jean Grenier, que le brusque passage d'un doute absolu à une foi totale, le brusque passage d'un doute absolu à une foi totale, et parallèlement le passage du désespoir sans limite à un espoir sans limite également. Bon. Il faudrait mettre ça d'ailleurs en lien avec ce que dit Camus dans ses lettres à un ami allemand sur la question de l'espoir et du désespoir. Grenier prend
acte ici, vous voyez, très simplement, d'un fait absolument significatif pour le parcours de la croyance fanatique au XXe siècle, à savoir que cette croyance semble renaître du vide et du doute. Elle n'est pas portée par la certitude métaphysique ou religieuse, elle renaît du doute, elle est une réponse au doute, elle va donc du vide vers le plein, et pas l'inverse, comme nous le dit Voltaire. Et on pourrait multiplier évidemment ce genre d'observations, en citant des tas d'auteurs du XXe siècle, Kessler, etc., etc. J'aime bien, il y a un texte de Miłosz que j'aime bien qui s'appelle La pensée captive, où il s'interroge de la manière suivante: qui sait si l'absence d'un centre intérieur chez l'homme n'explique pas le mystère du succès de la nouvelle foi, là il parlait du stalinisme, son grand attrait pour les intellectuels. La nouvelle foi, en soumettant l'homme à une pression puissante, crée ce centre, ou du moins elle fait naître le sentiment que ce centre existe. La peur devant la liberté, écrit Miłosz, n'est rien d'autre que la peur devant le vide. La peur devant la liberté n'est rien d'autre que la peur devant le vide. Et précisément, et au risque de psychologiser excessivement l'analyse, mais rien n'interdit ensuite de replacer ces perspectives dans une perspective sociologique, à condition que celle-ci ne soit pas, holiste, mais quand même soucieuse des trajectoires ou des subjectivités individuelles. Il me semble qu'on devrait prêter attention aux formes, et elles sont très nombreuses, aux formes d'escapisme moderne, aux formes de fuite, si vous voulez, moderne, suscitées par cette inquiétude qui fait la condition des modernes. L'inquiétude pour le meilleur, pourrait-on dire, il y a une bonne inquiétude, incontestablement. L'inquiétude pour le meilleur, pourrait-on dire, quand elle met la pensée en mouvement, qu'en se faisant heuristique ou heuristique de l'inquiétude, elle aiguise la lucidité critique. Autrement dit, quand l'intranquillité permet d'échapper aux illusions fanatiques. Et incontestablement, l'esprit démocratique valorise cette dimension. On se souvient de l'expression bien connue de Claude Lefort suivant laquelle l'expérience démocratique nous met continuellement à l'épreuve d'une dissolution des repères de certitude. Entre parenthèses, ce que dit Claude Lefort, là aussi ce qu'il énonce ici d'une manière très générale à propos de la démocratie, Mona Ozouf, Mona Ozouf le dit expressément à propos de la République. Je vous cite ce passage sur lequel je suis tombé un peu par hasard. C'est un extrait d'entretien publié le 14 mars 2015. On lui pose la question: qu'entend-on par République? Elle répond: l'acceptation d'une règle de vie commune dans laquelle chacun admet que son point de vue sur l'existence est relatif. C'est l'endroit où nul ne peut absolutiser sa croyance, fût-elle une croyance laïque, car la laïcité peut être meurtrière. Même l'Église a fini par accepter cela pour renoncer à une société intégralement catholique, alors que le mot catholique veut dire universel. Donc il y a cette part positive, disons, de l'intranquillité moderne ou de l'inquiétude moderne qui débouche sur une suspension, disons, des certitudes absolues. Mais si, disons, sur l'autre face, l'inquiétude accompagne aussi l'ordinaire de la condition moderne pour le pire, et parfois jusqu'au sentiment de déréliction. Et sur ce versant sombre, non réductible, et j'y insiste compte tenu de l'économicisme incroyable de la pensée critique aujourd'hui, non réductible à la misère sociale ou à la pauvreté. Et de ce point de vue-là, disons que l'expérience historique du XXe siècle semble comporter une forte dimension phobique. J'entends par là que toute une série de phénomènes politiques semble être le produit de volonté d'échapper à quelque chose, d'échapper à la liberté ou même à la réalité. Sans développer, j'ai presque fini. Sans développer ce point, je citerai en vrac quelques noms qui indiquent que les contemporains percevaient, dans les années 20, 30 et après, percevaient très fortement cette dimension-là. L'un des meilleurs ouvrages de Fromm, publié en 1941, celui dans lequel il utilise toute la culture de l'école de Francfort, s'appelle Escape from Freedom, la fuite de la liberté. Bon. Jaspers, au même moment, Karl Jaspers avait consacré quelques pages à la fuite devant la liberté, aussi bien dans sa philosophie en 1931 que dans la situation spirituelle de notre époque. Et c'est également ce désir d'abandonner le plus grand des privilèges humains, qui est la liberté responsable, qui hante Cassirer, exilé à partir d'autres. Quand Cassirer consacre son dernier livre à la pensée mythique. Un dernier auteur, Denis de Rougemont. Vous voyez, je les prends assez différents. Denis de Rougemont,
dans son journal d'Allemagne, le seul problème pratique, sérieux, urgent et réellement fondamental, c'est celui que nous pose l'angoisse des individus isolés et l'appel religieux qui naît de cette angoisse, même s'il est encore inconscient. Donc échapper à la liberté, mais échapper peut-être aussi à la réalité, aux dures contraintes du réel par la fiction ou le mensonge totalitaire. Arendt, par exemple, il revient à propos de Heidegger, etc. Je laisse ça de côté, mais c'est aussi, bon, pour essayer quand même de revenir à l'actualité, c'est aussi cet enfermement paranoïaque et le rejet du monde réel comme mensonger de part en part que l'on trouve dans les épisodes d'embrigadement ou d'endoctrinement djihadiste contemporain. Quelqu'un comme Dounia Bouzar y insiste énormément en restituant les trajectoires des jeunes gens qui se radicalisent et auxquels on commence par expliquer que tout ce que l'on dit autour d'eux, aussi bien dans la société que dans leur famille, repose sur un mensonge conscient. Et on voit bien comment ce que Gauchet appelle le séparatisme identitaire, qui se nourrit de complotisme, de contre-culture, du net, des réseaux sociaux, etc., est en affinité avec cette fuite désespérée du réel qui amène ces jeunes gens à sortir des cadres sociaux, à se dérelier, à sortir, disons, de l'intersubjectivité et à partir en vrille. Bon. Un mot, alors vraiment un mot, Günther, sur l'actualité, parce que c'est quand même tout ce détour était fait pour ça. Je dirais que s'il y a quelque chose de solide dans les éléments que j'ai pu avancer sur la trajectoire des recompositions des croyances fanatiques modernes qui vont du vide vers le plein, du nihilisme vers de nouvelles formes de foi recomposées, alors il faut conclure que nous n'en avons certainement pas fini avec ces mécanismes ou ces phénomènes qui ne sont pas seulement des résurgences ou des survivances, etc., etc. Et on peut même penser qu'en cas de crise beaucoup plus grave que celle que nous traversons, eh bien, ces sauts dans la foi fanatique seront autrement plus intenses, nombreux, etc., etc. Autrement dit, la révolution moderne ne permet pas de dire, selon l'expression amusante de Gerfagnon, circuler, il n'y a rien à croire. Même ceux qui d'ailleurs diagnostiquent la sortie de l'hétéronomie religieuse, je pense à Gauchet, soulignent que la religion, considérée comme une proposition sur l'invisible, n'a aucune raison de disparaître parce qu'elle a ses racines dans la structure de l'esprit humain. Existentiellement, anthropologiquement, intellectuellement, nous sommes et nous resterons des êtres de croyance voués à la métaphysique en le sachant ou sans le savoir, voire en le niant, dit Gauchet. Au moins sur ce point, tu pourrais être d'accord. On pourrait... Ici, il y a un problème d'ailleurs, parce qu'on pourrait... Mais je laisse ça pour la discussion. Je me demande dans quelle mesure l'histoire ne laisse pas l'anthropologie insatisfaite, mais je laisse ça de côté. En tout cas, je pense qu'on peut voir les mécanismes que j'ai introduits ici à l'œuvre, au moins ponctuellement, dans un certain nombre des actes anti-juifs parmi les plus violents contemporains. Songeons évidemment à la mort atroce d'Ilan Halimi, etc., etc., à l'assassinat des enfants par Mera, ou encore l'attentat à la grenade contre l'épicerie cachère de Sarcelles en septembre 2012 par Jérémy Louis Sidney. Mais tel que je l'ai saisi, disons, ces épisodes sont des mixtes de criminalité et de terrorisme idéologique, mais je remarque que ces délinquants qui trouvent dans l'islamisme radical une forme d'appui, de point d'appui, ou un langage, une vision du monde pour la mise en forme de leurs ressentiments, et l'illusion, disons, qu'ils peuvent devenir véritablement les sujets de leur vie, ne sortent pas, aucun parmi eux ne sort du monde plein d'une tradition religieuse vivante. Ils n'ont pas vécu dans la continuité religieuse, ni le sentiment du lien direct et vivant avec le passé. Ces jeunes gens que les prédicateurs islamistes et autres prêcheurs de haine parviennent à mobiliser jusqu'au sacrifice, alors sacrifice de soi et sacrifice des autres par le meurtre, sont généralement issus d'une expérience de rupture, de déstructuration sociale, familiale, culturelle, psychique et tant d'autres choses encore. Et c'est à partir de là qu'ils opèrent des sauts dans la foi, souvent par conversion et dans la radicalité. Cela ne signifie pas que l'islam ne soit pas engagé dans le processus, mais on le trouve, je dirais, beaucoup plus à l'arrivée qu'au départ, suivant des logiques en un sens très paradoxal, qui sont des mixtes d'autonomie et d'hétéronomie. Je suis pour ma part très frappé par le geste tout très gauchiste de ces jeunes gens qui consiste dans un premier temps à tout envoyer balader, y compris
la famille, les proches, etc., etc., pour aller partir ailleurs. Bon. Et c'est ce que d'ailleurs, c'est l'une des choses que je trouve intéressantes dans les analyses que Gauchet produit de ces phénomènes aujourd'hui, quand il souligne, par exemple, que quand il parle de ces djihadistes de la dernière génération, qui sont des croyants autoconvertis, auto-formés, auto-radicalisés, ils sont portés par une motivation essentiellement personnelle, mais ils sont prêts à mourir pour la cause qui leur permet d'exister comme individu, au moment même où ils se nient comme individu. Il y a là, dans ce paradoxe, quelque chose de très très frappant. Bon, alors, qu'il y ait du fanatisme là-dedans, qui en douterait, mais ce n'est pas le fanatisme du gros plein de croix, décrit par Voltaire, celui dont il espérait la disparition, une fois que les superstitions et les préjugés seraient passés au fil de la critique de la raison éclairée. Merci pour votre patience.